Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît de TV5 Monde, Stéphanie Hartmann, Africa numéro 1, et puis Fatimata Wansanya de France 24. Et c'est autour de 3 sujets cette semaine. Le verdict du procès Hissène Habré à Dakar au Sénégal. L'ex-président tchadien condamné à la prison à vie pour de graves crimes commis sous son règne de fer. Et puis une première judiciaire en France avec un feu vert du parquet pour juger Théodorine Obiang, le fils du président équato-guinéen, poursuivi pour biens mal acquis. Et puis la Guinée-Bissau enlisée dans une nouvelle crise politique lourde de menaces. D'abord, l'ex-président tchadien Hissène Habré, donc condamné à la prison à vie à Dakar par une juridiction panafricaine au terme de quelques 10 mois de procès. Le sujet est résumé par Ilan Taoufiki de TV5 Monde. La Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Hissène Habré condamné à la prison à vie. Ces 25 années de combat contre l'impunité qui ont été récompensées pour les victimes du dictateur tchadien. Alors forcément, les nerfs lâchent. Ce sentiment de joie. Je ne sais comment l'exprimer. Dépassé par l'émotion. Souleymane Gueye a passé 2 années à subir les pires tortures. Ce fonctionnaire a été l'un des premiers à parler, à rendre cette condamnation possible. Lorsque j'étais en prison et je réfléchissais déjà sur cette situation, et je me dis, qui suis-je vraiment pour réussir jusqu'à être survivant de ces tortures et aujourd'hui gagner le procès contre Hissène Habré. Hissène Habré s'est enferré dans son mutisme habituel et n'a pas scié à l'annonce du verdict. L'ancien dictateur tchadien a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, de torture et d'exécution, mais aussi d'esclavage et de viol, suite au témoignage d'une victime. Habré à la tête du Tchad de 82 à 90, c'est un vaste système de répression contre les opposants réels ou supposés, puis contre les communautés du Sud. Un règne féroce qui aura fait près de 40 000 victimes. C'est un message aux tyrans de ce monde que s'ils commettent des atrocités, ils ne seront jamais à l'abri de ces victimes. Mais je pense que c'est aussi un message d'espoir aux autres survivants, aux autres activistes qui pourraient dire voilà ce que les victimes de Hissène Habré ont fait. Ils ont tenu bon. Elles ont tenu bon pendant 25 ans. Nous, on peut faire ça aussi. Habré fera-t-il appel? Ses avocats ne se sont pas encore prononcés. Après ces condamnations va venir le temps des réparations. Les demandes des victimes vont être examinées, même si les juges doivent encore définir les procédures. Voilà, et puis ce vendredi matin, au moment où nous enregistrons, on ne sait toujours pas si Hissène Habré va faire appel de cette première condamnation, en première instance, Pierre Benoît. Donc 26 ans après son éviction du pouvoir en 1990, il a été rattrapé par la justice. Il a été jugé par des chambres extraordinaires, des chambres africaines extraordinaires, juridiction mise en place avec l'aval de l'Union africaine. Alors tout le monde salue cette première où un ancien dictateur a été jugé sur le sol africain. Et ce, par une juridiction panafricaine et sur la base de la compétence universelle, cette fameuse compétence universelle. Alors, il faut aussi saluer peut-être le rôle du Sénégal qui a accepté d'abriter ce procès, même si ça a été tardivement. Et puis, la ténacité des victimes, on l'a dit. Et enfin, celle des ONG, notamment de Human Rights Watch, dont on a entendu l'un des représentants, Rick Brody, s'exprimer dans le sujet il y a quelques instants, Pierre. Oui, Hassan, il y a eu dans cette affaire Habré la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier, évidemment, au niveau du Sénégal, mais en 2 temps, parce que sous Abdoulaye Wade, il y avait blocage. Donc, il a fallu attendre le temps de Macky Sall pour que les choses se débloquent. C'est le premier élément. Le deuxième élément, bien sûr, c'est la dimension historique. C'est que c'est la première justice supranationale sur le continent africain. Si on met de côté le tribunal d'Arusha sur le Rwanda, qui était une expérience assez particulière, là, donc, on a un événement historique sur le jugement
par ses pairs africains d'un chef d'État, dictateur, avéré, 30 000 morts, etc. Tout le monde a suivi le procès sur TV5 et sur RFI et sur le continent, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc ça, c'est le premier élément, d'où l'extraordinaire satisfaction de l'ensemble de ceux qui, à Dakar, ont suivi le procès. Et puis, le deuxième élément, et là je pense qu'il faut le souligner avec une très grande force, c'est la ténacité des familles des victimes, leur courage, le témoignage extraordinaire de cette femme qui a témoigné il y a quelques semaines pour viol, le fait que pendant des années, il y a eu des pressions sur les victimes, au Tchad, etc. Et que tout ce mouvement, toute cette prise de conscience des victimes, ce courage extraordinaire qu'ils ont eu, a été canalisé et pris en charge par Human Rights Watch et les ONG qui ont porté ce mouvement-là. Et en ce sens, c'est doublement historique. Je pense qu'il y aura un avant et un après procès de Dakar. Oui. Stéphanie ? Oui, tout à fait d'accord avec Pierre Benoît concernant la ténacité des victimes. C'est grâce à elle que ce procès a eu lieu. Il ne faut pas oublier aussi que ce procès a été possible parce que Hissène Habré n'était pas au pouvoir. Je le dis pour les dictateurs qui sont encore au pouvoir, parce qu'il n'était plus au pouvoir et parce qu'il a été lâché aussi par ses alliés. Alors les pouvoirs sénégalais, il fut un temps, mais aussi la France et les États-Unis. Et Human Rights Watch, justement, pointe du doigt le rôle de la France, prépare un rapport sur le rôle de la France, les relations entre la France et le Tchad sous la présidence d'Hissène Habré, et ça pose la question des complicités. La France a vendu des armes au régime d'Hissène Habré. Il est temps aussi qu'elle fasse face à cette histoire et qu'elle assume ses responsabilités. Alors, rappelons tout de même le contexte de l'époque, c'est que la France avait une seule hantise, c'était Mouammar Kadhafi en Libye, Fatimata. Il fallait tout faire pour bloquer l'influence et l'expansion de Kadhafi, qui lui, en plus, rêvait d'une espèce d'États-Unis, d'une grande Libye et des États-Unis d'Afrique. En absorbant le Tchad. Exactement, en absorbant le Tchad. Donc, il fallait absolument renforcer la présence de la France au Tchad. Et donc, ces liens entre la DGSE et la DDS, donc cette fameuse Stasi tchadienne, police politique au service du régime d'Idriss Déby, est plus ou moins démontré. Il y en a, par Human Rights Watch, relation avérée. Un des chefs de la DDS a d'ailleurs dit qu'ils avaient déclaré à quel point leur lien était ténu avec la DGSE. Et la CIA. Et la CIA de notre côté. Donc les liens quand même sont assez clairs. Et puis il y a un autre acteur quand même, excusez du peu, qu'on oublie, c'est Idriss Déby. Idriss Déby qui lui était quand même le bras armé d'Hissène Habré, notamment au moment des massacres en 84. Mais là, bizarrement, absent des radars judiciaires. Peut-être que l'explication, c'est aussi que cette justice, qu'elle soit ad hoc sur le continent africain ou à l'étranger, c'est-à-dire je parle de la CPI à La Haye. C'est la justice des perdants, exactement. finalement. Et ça ne concerne jamais, bien sûr, les vainqueurs. Voilà. Pour compléter ce que dit Fatimata, je pense qu'effectivement, il faut rajouter le contexte géopolitique de l'époque. On est dans la guerre froide. Les États-Unis, quelque part, ont délégué la lutte contre l'influence soviétique ou communiste en Afrique à la France. L'opération Manta et puis l'opération Épervier, c'est dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Et donc, était justifié pour éviter la descente des forces soutenues par Kadhafi, qui armait Goukouni Wedei et tout ça, on s'en souvient, voilà des noms qui nous mènent 30 ans en arrière. Donc le rêve panafricaniste à la sauce Kadhafi. Alors au nom de ça, on a fermé les yeux, et aujourd'hui, quand on lit les enquêtes de Human Rights Watch, il y a eu un papier cette semaine chez notre confrère Le Monde, personne ne sait rien, a oublié, etc. Et on ferme les yeux même sur les turpitudes de Déby qui a succédé à Hissène Habré, qui lui aussi, il y a des opposants qui disparaissent. Lors des dernières élections, il y a une dizaine de militaires qui ont disparu. On ne sait toujours pas où on les a retrouvés, etc. Il y a des exactions. Ils sont allés faire des exercices dans le nord du pays. Voilà, il y a des exactions en tout cas qui ont été documentées, des violations graves des droits de l'homme. Cela dit, donc ça doit arranger finalement beaucoup de monde que Hissène Habré n'ait pas desserré les dents tout au long de son procès finalement.
Ah oui, ça, alors, Fatimata. ça absolument. D'ailleurs, il n'a pas voulu, souvenez-vous, avec quel, on va dire, l'aspect théâtral, hein, il a été amené de force, il n'a pas voulu de ses avocats, on lui a dû lui en commettre d'office, etc. Mais c'est lié aussi au personnage. Hein. Cet homme-là a aussi vécu de 90 jusqu'à son exil plus ou moins forcé, etc., sur le sol sénégalais en toute quiétude. Oui, moi, je vous le dis, il a... Et grâce à un butin, il y a beaucoup d'argent. Amassé. Moi, j'ai été témoin de son train de vie. Il a payé son exil. Absolument. Allez, sachez aussi que la Cour lui reconnaît d'avoir été un très bon père. Donc ça, apparemment, ça a été... Ça n'a pas changé grand-chose. Ah bah, visiblement, non. Ça n'a pas été reconnu pour lui, forcément. Mais il a quand même pu vivre une vie de petit papy, entre guillemets, tranquillement, à l'insu de tous. Un mot encore, il est Pierre. enfermé dans le mutisme et son chèche sur la figure, sur la bouche, montre bien qu'il ne veut pas s'exprimer, qu'il ne dit rien et que personne ne peut l'atteindre finalement. Donc voilà, il a eu un mot, à bas. La France-Afrique. Et donc là, finalement, il sait très bien de quoi il parle. Et donc c'est cette phrase-là qu'il faut retenir aussi. Voilà, et l'on passe à notre deuxième sujet, toujours dans l'actualité judiciaire. C'est ce feu vert en France du parquet national financier pour juger Théodorine Nguema, le flamboyant fils du président équato-guinéen, qui est accusé de biens mal acquis, Pierre Benoît. Théodorine Nguema, Obiang Mangué, pour dire tout à fait son nom complet, alias Théodorine, donc fait l'objet de plusieurs chefs d'inculpation, blanchiment de corruption, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux ou bien encore abus de confiance. Plus de 300 millions de dollars ont été retracés par la justice française. 300 millions de dollars, donc présumés piqués dans la caisse de l'État équato-guinéen par ce jeune homme. Alors que les 2/3 de la population équato-guinéenne, les 2/3 vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors c'est quand même une première, là aussi, c'est la première fois que la justice française ordonne un procès dans le cadre de ces fameuses affaires de biens mal acquis qui visent plusieurs dirigeants africains. Oui, absolument, c'est une première. Et puis, dans son arrêté, la Cour de cassation a trouvé une astuce, puisqu'elle dit nous nous prononçons sur les activités de l'individu en question sur le sol français. Et donc, l'immunité juridique de son statut de deuxième vice-président du pays, donc numéro 3 de l'État, etc., ne peut pas fonctionner. Il y a des choses qui ont été faites en son nom, en tout cas, par lui, en France, des achats frauduleux, des biens immobiliers et mobiliers qui ne correspondent pas à la légalité républicaine française. Donc, on attaque, etc. Donc, bon, c'est un petit argutie à souligner. Le fait est effectivement que c'est une première, c'est une avancée considérable, car dans la question, entre guillemets, des biens mal acquis, on a aussi d'autres pays concernés, qui sont visés. Le Congo-Brazzaville, etc. Le train de vie de ce jeune homme, de M. Théodorine, était absolument délirant. C'est un flambeur. Des voitures, des Rolls. C'est un flambeur à l'ancienne. Des voitures de sport. On a vu d'ailleurs défiler à Paris ces bagnoles qui ont ensuite été vendues. Et ensuite, l'argent a été non pas restitué à la Guinée équatoriale, mais reversé au Trésor français. Alors, il y en a qui disent qu'il aurait fallu, Stéphanie, geler cet argent et attendre peut-être un changement de régime en Guinée équatoriale pour tout à fait, ou voir restituer l'argent au pays. En effet, je pense qu'il faut restituer l'argent au pays. C'est un flambeur. Son majordome, pour montrer le peu de moralité dont dispose le jeune homme, son majordome qualifie son train de vie en 3 mots: prostituée, cocaïne et alcool. Donc voilà, pour résumer un peu le personnage, donc, je le rappelle, deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, donc ça pose la question des politiques. Mais cela dit, il est plus facile pour la justice française de viser la Guinée équatoriale, qui est moins dans le giron france-africain, que de s'adresser à Denis Christelle Sassou Nguesso ou encore à la famille Bongo, où là, effectivement, des instructions sont ouvertes, mais patinent d'autant plus. Voilà. Oui, Fatimata. Non seulement 2 poids 2 mesures, alors. Mais non seulement ça patine, mais ce qui est intéressant aussi concernant la famille Bongo, c'est qu'on a découvert que l'avocate justement chargée de l'héritage, parce que je rappelle qu'à la mort de Bongo, de gérer l'héritage, il y a plus de 50 héritiers, donc il faut partager ce magot, certes intéressant et important, mais n'empêche qu'il faut séparer entre 50 personnes, il y a des tiraillements entre toutes les tenants et les aboutissants de les différentes familles. Par contre, on sait que l'avocate donc engagée pour Ali Bongo sur le compte de l'actuel président
elle va rendre des comptes régulièrement au Quai d'Orsay, où elle va expliciter où en est cette succession. On ne comprend pas bien, en fait, où est le lien. C'est une affaire privée. Mais finalement, elle rend compte à l'exécutif, finalement. Elle rend compte à l'exécutif, en tout cas au ministère des Affaires étrangères, de ce qui se passe dans un autre pays. Il y a autre chose que je voulais souligner aussi, c'est que si on a ce compte-là, soyons juste pour juste, si on doit s'intéresser au train de vie des étrangers sur le sol français, mais quid des Russes, quid des Arabes des Arabes du Golfe, Bien sûr. Des Russes sur la rive. La Russie de la Cour de cassation est assez faible. Là où le fameux argument, Pierre Benoît, effectivement, 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire on vise toujours les blacks, les dirigeants blacks, les rois nègres, pour ne pas utiliser le terme que certains n'hésitent pas à utiliser, justement. On vise toujours les mêmes, mais quand il s'agit des monarchies du Golfe, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, on ferme les yeux sur les turpitudes. On est très sélectif dans l'approche des dossiers. Moi, je voudrais rajouter quelque chose pour vous faire rebondir par rapport au premier débat sur Habré. Dans le cas de la Guinée équatoriale, effectivement, c'est assez important, non seulement que le procès, que l'affaire avance, même si on vient d'en montrer les limites, le périmètre, disons, sur le versant franco-français, parce que dans ce pays-là, s'il n'y avait pas eu des enquêtes de journalistes, s'il n'y avait pas ce procès en cours via des ONG, eh bien, il n'y a pas d'opposition. Elle est clouée, elle est clouée au silence. L'enquête a été menée ici par des ONG. Voilà, elle est clouée par le silence, parce qu'on disait tout à l'heure la force et la ténacité des opposants et des familles de rescapés, des victimes du système Habré. Là, il n'y en a pas. Et donc, c'est assez important aussi par rapport à l'évolution éventuelle du pays qui est complètement bloqué, où il n'y a plus d'opposition, où tout le monde vit dans la terreur. Voilà, alors un mot quand même sur le fait que, Stéphanie, que ces affaires des biens mal acquis, que ça vise le clan Sassou Nguesso, ou la famille Bongo, ou les Obiang, a quand même pas mal enrichi les cabinets d'avocats en France, à tel point d'ailleurs que des avocats africains exerçant en France râlent en disant mais voilà, nos collègues, nos chers collègues s'enrichissent parce que les Obiang ont dû changer d'avocat maintes et maintes fois. Ils vont chercher des avocats ici, c'est vrai qu'ils qui sont rétribués avec l'argent qui continue à finalement être volé au pays. C'était un cercle vicieux, tout le monde s'enrichit sur le dos des populations, comme d'habitude. Et c'est vrai que c'est dommage que ces gens-là ne sollicitent pas plus souvent des avocats africains. Il y a toujours je sais pas, le syndrome peut-être du colonialisme, voilà. Du grand sorcier blanc. Toujours. Mais je voulais préciser concernant les monarchies du Golfe que quand même ces plaintes pour biens mal acquis, ce sont aussi des plaintes alors aidées par les ONG, mais de ressortissants de ces pays-là. Les Qataris n'ont pas déposé de plainte en France concernant. Ils sont pas prêts d'en déposer en plus. Parce et c'est vrai que absolument. Un oncle de Bachar al-Assad est lui-même l'objet de poursuites effectivement en France pour biens mal acquis, et je crois qu'on lui a confisqué terrain et hôtels particuliers. Voilà. Et l'on passe à notre dernier sujet à propos de cette édition d'Afrique Presse et cette nouvelle crise politique dans laquelle se débat Pierre Benoît la Guinée-Bissau. Elle a éclaté cette crise à la suite du limogeage par le chef de l'État José Mario Vaz le 12 mai dernier du gouvernement dirigé par Carlos Correa. Or, le Premier ministre ainsi que son équipe, qui sont soutenus par le parti majoritaire au Parlement, le PAIGC, qui est parti historique d'ailleurs, parti révolutionnaire, ont rejeté en bloc cette destitution qui viole donc normalement la Constitution. Entre-temps, un nouveau Premier ministre a été désigné. Il s'agit de Bassirou Dia, qui a certes prêté serment, mais qui n'a pas encore formé son gouvernement. Bref. Voilà le tableau, et la crainte majeure est de voir et que ce bras de fer n'aboutisse une fois de plus à une boucherie, voire à des règlements de compte. Oui, derrière cette opposition. Ou à un coup d'État comme le pays en a connu pas mal. Oui, il y a beaucoup d'instabilité depuis la réforme constitutionnelle des années 90-2000. Écoutez, et derrière cette opposition entre le président qui a viré le Premier ministre pour mettre Dia, qui avait déjà été pressenti, finalement ça dure depuis 1 an. Et qu'est-ce qui se joue ? D'un côté, le fait que l'administration d'État
est aux mains du Premier ministre. C'est lui qui gère la machine. Or, donc, le parti au pouvoir, qui est le parti indépendantiste historique, le PAIGC, et qui, pendant des années, a fermé les yeux sur la corruption et sur les trafics notoires dans ce pays, qui est souvent présenté avec raison comme un narco-État, eh bien, a du mal à changer ses habitudes. Donc, je ne dis pas que le président actuel est un réformiste absolument radical, mais dès lors qu'on veut toucher à la question de la corruption et des trafics, eh bien, il y a crise. Et c'est derrière cette crise, cette instabilité entre le président et le Premier ministre, qui dure donc depuis un an, se joue la question de l'évolution par rapport à cette question de la lutte contre la corruption et la lutte contre le trafic de drogue. Il faut voir que la Guinée-Bissau est un archipel qui est propice à des petites plages, à des petites criques faciles où on peut aborder en bateau, où des avions peuvent atterrir. C'est une ligne de route. Pour trafiquer la cocaïne en provenance de Colombie, notamment. De Colombie, c'est une ligne connue des trafiquants, et que ce petit État n'a pas véritablement d'autonomie par rapport à l'importance de ces trafics qui sont pour une partie gérés, on le sait, puisque le chef d'état-major avait été tué. Ils sont gérés, ces trafics, principalement par l'armée. Voilà, et que ces barons de la drogue colombiens, Stéphanie, eh bien, on utilise les dirigeants politiques et militaires comme hommes de paille. C'est ce que dit le dernier rapport du département d'État américain concernant les drogues sur la Guinée-Bissau. C'était en 2015, je crois. Il dit que l'armée est infiltrée par les trafiquants de drogue. On a même soupçonné le cartel colombien d'avoir été à l'origine de la mort du président Nino Vieira en 2009. D'ailleurs, c'était un piège monté par les Américains. Il y a eu un piège monté par la DEA. Quand Bubo Nachuto a été arrêté, je crois que c'est en 2013, mais je sais pas. C'est un amiral, oui. Voilà, le contre-amiral, ils lui ont fait croire qu'ils avaient de la cocaïne à faire passer, et ils l'ont fait sortir des eaux territoriales et ils l'ont attrapé à ce niveau-là. Donc effectivement, cette crise aussi, alors... selon les experts de ce pays, le pouvoir de 2014 est l'un des plus légitimes que le pays n'ait jamais connu. Donc le président José Mario Vaz dispose d'une grande légitimité. Pour l'instant, l'armée, même si elle est habituée au coup d'État, elle a quand même été plutôt discréditée avec le dernier de 2012. Pour l'instant, l'armée se tient en retrait de cette crise. Elle attend, même si... Alors, il paraît que l'armée serait plutôt favorable au président Vaz. Alors, justement, c'est ce qu'on dit. Dans ce pays, il faut bien comprendre que l'armée et la politique, ce n'est que deux faces, si vous voulez, d'une même pièce. Donc, et souvent d'un même danger. Et surtout... C'est l'armée qui a pris le pouvoir avec l'indépendance. Et au cours de ça... Alors, plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a un parti qui est le PAIGC, qui est le parti indépendantiste, monté et nourri aux idées avec Amilcar Cabral, qui est célébrissime sur le continent pour ses idées communistes et indépendantistes. Son demi-frère, Luis Cabral, a représenté la face politique donc, de ce parti, a pris le pouvoir en 1974, et quand il a été démis justement en 80, on a vu le renversement des équilibres du pouvoir, et le parti a été, si vous voulez, rapté, on va dire, par les militaires. Et depuis ce moment-là, si vous voulez, il se joue un jeu perpétuel de combat dont on sait que finalement l'armée a gagné, parce que finalement, elle a bénéficié notamment des narcotrafiquants, donc l'argent est arrivé en masse. Aujourd'hui, là, ce qui se joue avec ce regain ou cette petite influx de démocratie, si vous voulez, c'est que la police aujourd'hui est aux mains du gouvernement et du Premier ministre, et l'armée est en faction. Donc, si vous voulez, ce qu'on craint, le scénario qui serait du pire, si vous voulez, ce serait cet affrontement entre la police et l'armée, sur fond de crise ethnique. Parce que n'oubliez pas que les Balantes, eux, vous réclament un pouvoir qu'on ne leur donne pas, et les Métis, eux, quand même, s'estiment plus légitimes que légitimes en Guinée-Conakry. En tout cas, cette nouvelle crise que connaît la Guinée-Bissau pose le problème finalement de ces États, de ces petits États qui n'ont aucun moyen, qui manquent de tout et qui finalement sont à la merci soit d'aventuriers politiques, soit effectivement c'est vrai que la question des ressources est importante pour des petits États qui sont enclavés, qui ont un problème de ressources financières. C'est le cas de la Gambie aussi. C'est le cas de la Gambie. C'est pas le cas de la Guinée équatoriale, qui est une très grande puissance pétrolière, etc., etc. L'autre truc intéressant, c'est de voir que finalement l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau
Curaçao, qui sont les 3 pays d'expression lusophone, ancienne colonie portugaise, ont gagné leur indépendance à la force des armes, avec des partis panafricains, communistes dans leur idéologie. Et finalement, ils n'ont pas réussi à évoluer, à s'ouvrir facilement à la démocratie. Il y a encore beaucoup de tensions, vous le savez très bien, en Angola et au Mozambique. On parle d'une renaissance de la Renamo, etc., etc. Donc là aussi, il y a un truc intéressant pour la sociologie politique. Voilà, un dernier mot. Je voulais juste préciser que la CEDEAO a quand même déployé une force en 2012, l'ECOMIB, qui a été renforcée en 2014 et qui là, pour le moment, ils surveillent le palais du gouvernement où est retranché Carlos Correa et ses ministres qui ne veulent pas démissionner. Voilà, et puis rappelons également que des parlementaires de l'UMOA ont fait le déplacement de Bissau pour tenter de dénouer de cette crise, mais ces parlementaires sont plutôt pessimistes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Pierre Benoît, Fatimata Ouansanya et Stéphanie Hartmann, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.